J'espère sincèrement que tout va pour le mieux pour vous. L'Algérie traverse en ce moment une phase assez singulière, un pouvoir qui gouverne d'une poigne inflexible tout en s'enfonçant dans une contradiction flagrante. Le pays vit sous l'autorité d'un système rigide et intransigeant à l'intérieur, alors qu'à l'international, le même système adopte soudain une posture assouplie, presque conciliante, multipliant gestes diplomatiques et attitudes ouvertes. Un contraste saisissant, répression, intimidation et refus total de dialogue à domicile, mais complaisance et compromis dès qu'il s'adresse au reste du monde. Une ambivalence si frappante qu'elle mérite d'être mise en lumière. Reprenons les faits récents. D'abord, la libération de Boham Sensal, annoncée comme un geste généreux soigneusement négocié, suite à l'insistance de l'Allemagne et l'intervention directe de son président Frank-Walter Steinmeier, venu plaider pour un acte humanitaire. Sensal, figure emblématique de cette élite algérienne tournée vers l'Occident, incarne parfaitement cette relation complexe et parfois bancale entre Alger et les capitales occidentales. Son cas symbolise ce lien à la fois étroit et inconfortable qui unit le pays à l'Europe et au monde occidental. À peine cet épisode clos qu'un autre rebondissement est survenu, l'Algérie a approuvé à la stupéfaction générale la résolution américaine concernant Gaza et la Palestine. Un texte qui ancre « J'espère sincèrement que tout va pour le mieux pour vous ». L'Algérie traverse en ce moment une phase assez singulière, un pouvoir qui gouverne d'une poigne inflexible tout en s'enfonçant dans une contradiction flagrante. Le pays vit sous l'autorité d'un système rigide et intransigeant à l'intérieur, alors qu'à l'international, le même système adopte soudain une posture assouplie, presque conciliante, multipliant gestes diplomatiques et attitudes ouvertes. Un contraste saisissant, répression, intimidation et refus total de dialogue à domicile, mais complaisance et compromis dès qu'il s'adresse au reste du monde. Une ambivalence si frappante qu'elle mérite d'être mise en lumière. Reprenons les faits récents. D'abord, la libération de Boham Sensal, annoncée comme un geste généreux soigneusement négocié, suite à l'insistance de l'Allemagne et l'intervention directe de son président Frank-Walter Steinmeier, venu plaider pour un acte humanitaire. Sensal, figure emblématique de cette élite algérienne tournée vers l'Occident, incarne parfaitement cette relation complexe et parfois bancale entre Alger et les capitales occidentales. Son cas symbolise ce lien à la fois étroit et inconfortable qui unit le pays à l'Europe et au monde occidental. À peine cet épisode clos qu'un autre rebondissement est survenu, l'Algérie a approuvé à la stupéfaction générale la résolution américaine concernant Gaza et la Palestine. Un texte qui, en clair, retire définitivement au groupe palestinien la possibilité de mener une résistance armée face aux forces israéliennes et qui place Gaza sous la tutelle d'un organisme international dirigé par Washington, laissant à Israël et à ses soutiens occidentaux des marges d'action considérables. Et le lendemain, comme si tout cela allait de soi, une conférence de presse est venue entériner ce choix. Les responsables algériens ont expliqué sans détour que cette décision représentait un progrès pour la cause palestinienne, qu'elle correspondait aux principes du pays, presque comme si l'alignement sur Washington coulait de source. Ahmed Ahat a même reconnu qu'un compromis majeur avait été conclu, y compris sur des dossiers traditionnellement intouchables pour le pouvoir Thèbes, comme celui du Sahara occidental ou les relations avec le Maroc. Le régime a soudain affiché sa disponibilité pour toute médiation entre le Polisario et Rabat, un virage spectaculaire pour une direction qui jusque-là s'était enfermée dans une hostilité farouche. Fait étonnant, le même pouvoir qui depuis 2021 s'acharne à dépeindre le Maroc comme la menace suprême, l'adversaire indiscutable, celui avec qui tout dialogue était soi-disant impensable, se découvre soudain une envie de négociation. Alors que cette hostilité caricaturale semblait gravée dans le marbre, voilà que le discours s'adoucit d'un coup. Et ce virage n'a pas duré qu'une journée. Peu après les déclarations d'Ahmed Attaf, l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Badan, oui celui-là même dont on parlait plus tôt, a repris le flambeau. Lui aussi s'est aligné sur une rhétorique étonnamment conciliante vis-à-vis de l'Occident et plus précisément des États-Unis, au point d'évoquer publiquement la possibilité d'une normalisation avec Israël si un État palestinien venait à être reconnu. Une phrase qui, il y a encore peu, aurait été impensable dans la bouche d'un représentant du régime Thèbes.
Et sur le dossier du Sahara occidental, comme sur celui du Maroc, même tonalité mesurée. Fini les envolées agressives, les accusations systématiques, les discours qui clouaient au pilori chaque initiative marocaine. Cette fois, Alger réaffirme le principe d'autodétermination, mais laisse entendre que les Sahraouis et Rabat doivent discuter directement. Même le plan d'autonomie marocain, longtemps rejeté avec virulence, n'est plus balayé d'emblée. Badon n'y adhère pas, mais il admet qu'il reste sur la table, ne serait-ce que pour permettre aux intéressés d'en débattre entre eux. Depuis quelques jours, et même depuis plusieurs semaines, quelque chose a clairement changé dans l'attitude du pouvoir. On assiste enfin à de véritables signaux d'ouverture presque inattendus de la part d'un régime longtemps habitué aux démonstrations de force, aux tirades belliqueuses et aux postures musclées. L'ère où Tebbe brandissait un discours guerrier et provocateur semble s'effacer, remplacé par une approche plus souple. Et tout cela, selon certains observateurs, serait directement lié au retour de Donald Trump, dont la nouvelle orientation diplomatique aurait inspiré un repositionnement stratégique à Alger. On sent désormais au sommet du régime Tebbe une volonté de composer, de discuter, de tolérer, bref, une culture du compromis qui semblait autrefois impensable. Il faut dire qu'on sortait d'une période où le pouvoir ne jurait que par la confrontation. Les accusations virulentes, les mots durs, les attaques incessantes. L'Algérie officielle donnait constamment l'impression de chercher la bagarre partout et avec tout le monde. Cette agressivité permanente n'est plus de mise aujourd'hui et franchement, c'est tant mieux. Je ne peux qu'applaudir ce changement de ton. Il était urgent de sortir de cette logique de crispation. Et si cette ouverture se confirme sur la scène internationale, ce serait une excellente nouvelle car il faut le reconnaître, l'Algérie a fini par se retrouver isolée, coupée de ses partenaires et enfermée dans sa propre posture défensive. Ces dernières années, le pays a encaissé une avalanche de revers. Depuis 2020-2021, les crises se sont enchaînées sans répit. Tensions avec nos voisins immédiats, dégradation des relations dans le Sahel, brouille profonde avec la France et l'Espagne, pourtant nos alliés les plus stratégiques, sans oublier le clash particulièrement sérieux avec les Émirats arabes unis, l'une des forces régionales majeures du monde arabe et de toute la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient. Même l'Arabie saoudite entretient aujourd'hui des rapports glaciaux avec Alger et les liens avec des pays clés comme l'Égypte n'ont jamais été aussi fragiles. Bref, une succession de déboires. Les disputes se sont multipliées surtout avec Paris et Madrid et pendant ce temps, la Russie comme la Chine ont fini par s'éloigner. L'échec de la candidature algérienne aux BRICS a achevé de confirmer ce désintérêt. Pékin a pris ses distances, Moscou aussi, comme si l'Algérie version Tebbe n'avait plus réellement d'importance à leurs yeux. Dans ce contexte, le recentrage vers l'Occident ne peut qu'être salué. C'est selon moi la seule direction logique après tant d'isolement et de pertes diplomatiques. J'ai toujours soutenu que l'avenir de l'Algérie ne se trouve absolument pas dans les délires de certains islamistes enragés, ceux qui rêvent de précipiter le pays dans le mur. Ces mêmes prédicateurs comme Abdraz et ses semblables qui passent leur temps à nous sermonner sur la nécessité d'entretenir une hostilité éternelle contre l'Occident et les États-Unis, alors qu'eux-mêmes vivent tranquillement en Turquie. Oui, en Turquie, Istanbul, Ankara, Izmir, un État membre de l'OTAN, ancien candidat à l'Union européenne, un pays totalement aligné sur Washington et même proche d'Israël sur le plan économique, commercial et stratégique. Une ironie tellement gigantesque qu'on pourrait en faire un documentaire. Ces islamistes veulent transformer l'Algérie en bastion anti-impérialiste, alors qu'ils s'adossent sans scrupule à la Turquie, l'un des principaux moteurs de l'influence américaine et occidentale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour ma part, je n'ai jamais varié, je reste cohérent avec mes principes et avec ma lecture du monde. Les intérêts fondamentaux de l'Algérie se trouvent du côté de l'Occident, pas en Chine, pas en Russie, et ce pour une raison très simple, nos premiers partenaires commerciaux, nos plus gros clients, ce sont les pays occidentaux. Quand on regarde les chiffres, tout devient évident, plus de la moitié de ce que l'Algérie vend au monde part directement vers l'Occident, surtout l'Union européenne et l'Amérique du Nord. Et nos achats à l'étranger proviennent eux aussi majoritairement de ces mêmes pays à plus de 55%. Ajoutez à cela le simple fait que l'Europe, ce n'est pas l'autre bout de la planète, à peine une trentaine de minutes d'avion, nous sépare de ses côtes méridionales.
Sans parler du lien humain, les plus grandes communautés algériennes installées à l'étranger vivent en France, au Canada ou plus largement dans les pays occidentaux, pas en Russie. Et ce n'est pas un hasard. Notre histoire est profondément tissée avec celle de l'Occident des siècles de contacts, de conflits, de relations politiques, que ce soit avec la France, l'Espagne, l'Italie ou même les États-Unis, bien avant même la période coloniale à l'époque de la régence d'Alger. Tout dans notre économie, dans notre organisation sociale, dans nos habitudes commerciales, pointe vers des partenariats naturels avec les puissances occidentales. Leur prospérité bénéficie à l'Algérie autant que la nôtre soutient leur dynamisme. En réalité, qu'on le veuille ou non, nos trajectoires sont imbriquées. L'Algérie et l'Occident avancent ensemble, parce qu'ils sont tout simplement interdépendants. Tout ce discours sur la Chine ou les BRICS, franchement, je n'y ai jamais adhéré, pour moi c'est du vent. L'Algérie, qu'on le veuille ou non, c'est l'axe central de l'Afrique du Nord, le véritable passage entre le Maghreb et l'Europe. Pour les Occidentaux, nous sommes la porte d'entrée vers le continent africain. Et pour nous, l'Europe représente l'accès direct au monde moderne. Pendant ce temps, Pékin et Moscou sont à des milliers de kilomètres, littéralement à l'autre bout du globe, ce qui n'empêche pas d'entretenir de bonnes relations avec eux, mais ça ne fera jamais d'eux nos partenaires naturels. La ligne de conduite la plus sensée pour l'Algérie, ça a toujours été le pragmatisme. Notre pays a vocation à maintenir des liens amicaux avec toutes les grandes puissances, sans exception. C'est cette diplomatie souple, cette capacité à parler à tout le monde, qui a longtemps garanti la stabilité du pays. Et aujourd'hui, on semble enfin renouer avec cette approche réaliste qui a fait la force de l'Algérie un retour à l'intelligence stratégique plutôt qu'aux illusions idéologiques. Ce dont l'Algérie a besoin, ce sont des relations apaisées, solides, équilibrées, voire même de véritables partenariats stratégiques avec les grandes puissances occidentales, au premier rang desquelles les États-Unis. Mais ce terrain-là, nous l'avons abandonné depuis la maladie de Bouteflika. Les dernières années de son règne, combinées à la crise politique de 2019, ont laissé place à un nationalisme caricatural, un pseudo-bouéanisme, qui se voulait anti-impérialiste champion de l'unité arabe et africaine, farouchement anti-occidental, anti-français, anti tout ce qui vient du Nord. Dans cette logique, le régime a tenté un rapprochement avec les BRICS, s'est mis à courtiser Poutine et Xi Jinping. Finalement, Boun a compris qu'il s'était fourvoyé. D'où ce retour en arrière, l'abandon progressif du bouéanisme et la réapparition d'une forme de bouteflikisme revisité. Un modèle fondé sur un partenariat amical et pragmatique avec l'Occident, tout en maintenant de bons liens avec Moscou et Pékin. Autrement dit, une diplomatie souple, intelligente, qui cherche des alliés partout sans s'enfermer dans un bloc idéologique. L'ouverture affichée sur la scène internationale mérite d'être saluée, elle est bienvenue, nécessaire et pourrait réellement profiter au pays. Le problème, c'est qu'elle arrive avec un énorme handicap. Cette main tendue vers l'extérieur perd toute crédibilité à cause de ce qui se passe à l'intérieur des frontières. Autrement dit, la politique interne sabote la diplomatie externe. À un moment, il faut arrêter cette double personnalité. On ne peut pas d'un côté chercher à plaire à l'Occident, se rapprocher des standards américains, multiplier les sourires diplomatiques pour obtenir des alliances stratégiques, tout en gouvernant l'Algérie comme si on était encore en URSS ou dans la Chine de Mao, un pouvoir hyper centralisé, une autorité brutale des opposants, emprisonner des voix critiques étouffées, des médias muselés, des réseaux sociaux surveillés, et une liberté d'expression réduite à un délit. Cette contradiction ne peut pas durer éternellement, tôt ou tard, elle explosera en plein visage du régime. Cette double attitude, cette espèce de comportement à deux vitesses, finit par nuire directement à Tebbe lui-même. C'est une stratégie qui se retourne contre son propre camp. On pourrait m'objecter, mais regardez Erdogan, c'est un dirigeant autoritaire chez lui. Personne n'en doute pourtant, il entretient d'excellentes relations avec l'Occident et en tire un maximum de bénéfices. Sauf que la Turquie d'Erdogan n'a rien à voir avec l'Algérie version Tebbe. Là-bas, malgré les dérives, l'air reste plus respirable. La vie politique y est plus vivante, plus pluraliste, et la société civile reste bien plus dynamique. En Turquie, l'opposition a encore une voix, elle existe, elle s'exprime. Oui, il y a des arrestations, oui, il y a des abus, mais la presse turque conserve un degré de liberté plus élevé qu'en Algérie.
Les associations, les syndicats, les initiatives citoyennes y survivent mieux qu'ici. Erdogan, aussi autoritaire soit-il, maintient un minimum d'espace public. Les Turcs peuvent encore le critiquer ouvertement. Je n'ai jamais vu à Ankara ou Istanbul des milliers de personnes envoyées en prison simplement pour un commentaire sur Facebook. L'écart entre les deux systèmes est énorme. En réalité, le modèle Erdogan, on l'a même dépassé. Oui, Erdogan est un autocrate, personne n'en doute. Mais ce qui se passe en Algérie va encore plus loin là où la Turquie vit sous un despote. Nous, on est sous un véritable tyran. Je n'ai jamais vu durant mes passages en Turquie des citoyens jetés en prison, torturés, humiliés ou maltraités, simplement pour un commentaire Facebook visant une femme proche du président. Rien de tout ça là-bas. Il y a bien des abus, des dérapages, mais ils restent limités par un minimum de garanties publiques. La marge de liberté individuelle y est toujours plus élevée que chez nous. Et je ne parle pas de la Turquie d'avant Erdogan, ni de la comparer aux pays européens, non. Je parle de la Turquie telle qu'elle existe aujourd'hui face à l'Algérie telle qu'elle est sous Tebboune. Et le constat est clair, les Turcs respirent plus librement que nous. L'opposition y est plus active, plus visible. Même les élections présidentielles de 2023 l'ont démontré, un vrai duel, un vrai suspense, un vrai débat d'idées. Kılıçdaroğlu a tellement secoué le pouvoir en place qu'Erdogan a vacillé un instant. Le score était serré, la campagne intense, les échanges électriques. Bref, une confrontation politique réelle, quelque chose qu'on n'a absolument plus chez nous. Oui, Erdogan a fini par gagner son second tour avec environ 52% des voix pas, avec 90% comme certains résultats magiques qu'on voit en Algérie sous Tebboune. Alors arrêtons une bonne fois pour toutes de comparer la Turquie à l'Algérie. Dire qu'Erdogan dirige une dictature, soit. Mais prétendre que Tebboune s'en inspire, c'est faux, il n'imite pas Ankara. Il s'inspire plutôt de Pyongyang. On voit apparaître un modèle à la nord-coréenne, une forme de mzéisme rétro, avec une manière de gouverner figée dans les années 70, contrôle total, verrouillage de tout, et aucune place pour une voix dissidente, même minuscule. Chez nous, aucune critique n'est tolérée. C'est l'Algérie façon Monsieur Point Final. La Turquie d'Erdogan, malgré ses défauts, possède encore une opposition réelle, des chaînes de télévision variées, une presse qui respire un minimum, mais elle respire. Les élections y sont disputées, les partis existent, la vie politique bouge. En Algérie, plus rien de tout ça. C'est devenu un aquarium. Deux gros poissons tournent en rond, Thèbes et Tchengriha, et le reste du peuple, ce sont les petits poissons décoratifs. Vous voyez l'image des figurants qui remplissent le bocal, qui le rendent joli, mais qui ne comptent jamais vraiment. Le pouvoir dirige comme si la population n'était là que pour regarder le spectacle. Les Algériens ne sont plus considérés comme des citoyens, juste des silhouettes, sans avis, sans droit, sans importance. Aujourd'hui, la population algérienne est traitée avec un mépris presque palpable. Le pouvoir en place, le régime de Thèbes, agit comme si les citoyens n'avaient ni voix ni valeur. Pourquoi ? Parce que Thèbes pense avoir verrouillé totalement la scène intérieure. Pour lui, tout est maîtrisé. L'armée mise au pas. Tchengriha et son cercle ont neutralisé les officiers influents, emprisonnés, écartés ou envoyés à la retraite. Résultat, une institution militaire désormais docile, alignée entièrement loyale à Tebboune. Quant aux services de renseignement, ils sont devenus une coquille vide. Les chefs se succèdent comme dans un manège, un nouveau directeur arrive puis disparaît en prison. L'ancien emprisonné réapparaît comme si de rien n'était. Cette instabilité a détruit leur capacité d'influence. Et les autres forces de sécurité, police, gendarmerie, ont été placées sous le même régime de domestication. Le moindre responsable qui s'écarte de la ligne officielle est immédiatement démis, menacé ou poussé vers la case prison. Ainsi, sur le plan intérieur, Thèbes se sent tranquille, tout est écrasé, tout est dominé, rien ne bouge. Mais à l'extérieur, c'est une autre histoire. C'est là qu'il panique. C'est là qu'il découvre qu'il perd ses bras de fer, qu'il recule, qu'il s'isole. Et c'est précisément pour cela qu'il multiplie les compromis en politique étrangère, parce que c'est sur la scène internationale qu'il se sent le plus vulnérable, le plus en danger. Sur le terrain intérieur, Thèbes se persuade qu'il ne risque rien. Pour lui, tout est stable, tout est verrouillé. Et c'est justement là que réside sa plus grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'un peuple trop écrasé et trop silencieux ressemble à un volcan endormi.
Un volcan peut sembler inoffensif pendant des décennies, voire des siècles. Puis, sans prévenir, il se réveille et déclenche un chaos dévastateur. Les peuples fonctionnent de la même manière, ils dorment, ils s'assoupissent, puis un jour, ils explosent. Voilà le premier point. Le second, c'est que gouverner une société civile anéantie, une population démoralisée et soumise, ne renforce pas une dictature, au contraire. Cela multiplie les maux sociaux, détruit l'élan économique et dissout toute motivation collective. Les compétences veulent partir, les élites économiques ne veulent plus investir, ne veulent plus créer. Dans ces conditions, aucune dictature ne peut bâtir de richesse. Pour durer, un régime autoritaire doit toujours s'appuyer sur une base populaire, même minimale. Il lui faut un semblant de prospérité, un minimum de bien-être pour éviter l'effondrement. Même les dictateurs les plus durs ont besoin d'une économie qui tourne, de finances solides, d'une population qui accepte de travailler. Or, en Algérie, tout cela s'effrite, les gens ne croient plus en rien. Les entrepreneurs disparaissent, les partis politiques s'éteignent, la presse indépendante n'existe plus. Rien de tout cela ne peut soutenir un système qui prétend durer. Une dictature coupée de sa propre société finit par se vider de toute substance. Quand plus personne ne peut proposer, réfléchir, critiquer ou simplement participer, le pouvoir se retrouve incapable d'inventer quoi que ce soit, ni idée, ni projet, ni solution à ses propres échecs. Un régime qui détruit toutes les voies autour de lui se condamne à gouverner un pays sans vie, un pays exsangue, incapable de produire la moindre richesse intellectuelle ou économique. Un État dans cet état-là ne peut résister à aucune tempête. Le monde extérieur impose des pressions, des crises, des chocs, des ingérences. Tout circule, tout s'exporte, et un pays affaibli les subit de plein fouet. Les bouleversements régionaux ou géopolitiques deviennent alors des coups mortels pour un système déjà en ruine. Et puis, n'oublions pas, pour durer une dictature, doit au moins offrir un minimum de prospérité. Erdogan, comment a-t-il tenu aussi longtemps? Parce qu'il a fait entrer la Turquie dans la cour des grandes économies mondiales, industrie diversifiée, exportation massive, système financier actif, un pays ouvert au commerce. Ce socle matériel lui a donné de la longévité. Sans développement, aucune tyrannie ne survit. Erdogan n'aurait jamais pu mener son projet sans l'énergie de la société turque, une population vivante, ambitieuse, active.